Le soleil se levait à peine sur la défense, projetant une lumière dorée et froide sur le squelette d'acier et de béton du futur gratte-ciel. L'air matinal était déjà lourd, chargé de l'odeur âcre du ciment frais et du vrombissement incessant des machines qui s'éveillaient. C était un monde de chaos organisé, un balai de grues et d'hommes où la poussière flottait en permanence, créant un voile sur la promesse de luxe à venir. En bas, sur le plancher de ce qui serait bientôt le hall d'entrée, les équipes se rassemblaient. La tension était palpable, comme chaque matin avant le début des hostilités. C était le premier jour de Pascal Moreau sur ce chantier monumental, un univers bien loin des constructions plus modestes auxquelles ses 48 années de vie l'avaient habitué. Il se tenait légèrement à l'écart, un observateur silencieux au milieu du tumulte. Pascal était un homme forgé par le travail. Son visage, buriné par le soleil et le vent, portait les marques du temps, mais ses yeux clairs dégageaient une tranquillité profonde, une sagesse acquise non pas dans les livres, mais sur le terrain. Ses mains, épaisses et calleuses, semblaient être des outils à part entière, capables de sentir la matière et de deviner ses secrets. Il portait des vêtements de travail simples mais propres, sa posture humble, presque voûtée, comme s'il cherchait à ne pas déranger. Face à lui, Antoine Dubois, l'ingénieur en chef, incarnait un tout autre monde. À 30 ans, fraîchement sorti d'une grande école, il arpentait le chantier avec une assurance tranchante. Son polo impeccable et son casque blanc immaculé contrastaient violemment avec la sueur et la terre qui marquaient les ouvriers, créant une frontière invisible mais infranchissable entre le pouvoir intellectuel et la force brute. Le silence tendu fut rompu par la voix sèche d'Antoine. Il était arrêté devant le petit muret que Pascal avait commencé à monter, une tâche préliminaire pour la journée. Il l'inspecta d'un œil critique, cherchant non pas la qualité, mais la faille qui lui permettrait d'asseoir son autorité. Il la trouva, ou plutôt, il en inventa une, pointant un détail technique insignifiant. D'une voix forte, chargée d'un mépris qui résonna dans tout l'espace, il lança « C'est votre premier jour, et vous faites déjà n'importe quoi. Ici, c'est de l'ingénierie de pointe, pas le muret de votre jardin. Si vous ne savez pas faire, laissez la place à ceux qui savent. » L'humiliation fut publique, tranchante comme une lame. Les autres ouvriers détournèrent le regard. Un mélange de gêne et de peur paralysant leur visage. Le poids de la honte s'abattit sur les épaules de Pascal, plus lourd que n'importe quel sac de ciment. Il sentit des dizaines de paires d'yeux sur lui, puis plus rien, comme s'il était devenu invisible. Pourtant, aucune colère ne monta en lui. Il ne redressa pas la tête pour défier l'ingénieur. Au lieu de cela, il la baissa davantage et murmura des mots à peine audibles. Une concession à la hiérarchie. « Oui, monsieur. Pardon, monsieur. » Mais derrière cette apparente soumission, quelque chose se durcit dans son regard. Ce haine n'était pas de la haine, mais une détermination silencieuse, froide et pure. Une promesse qu'il se fit à lui-même. C'est dans ces instants de mépris que la véritable force d'un homme se mesure. Si des récits comme celui-ci, où la dignité silencieuse répond à l'arrogance, vous touchent, songez à vous abonner. Votre soutien est ce qui nous permet de continuer à partager ces témoignages. Pascal S. éloigna sans un mot, le dos courbé sous un poids invisible. Le vacarme du chantier semblait s'estomper, remplacé par un silence assourdissant dans sa tête. Il ne ressentait pas de colère, non, mais une sorte de froidure qui s'installait au creux de son ventre. C était le froid de la résignation, une sensation qu'il connaissait trop bien. Il se dirigea vers une partie plus calme du site où des piles de parpaings attendaient d'être assemblées. Il posa sa main sur la surface rugueuse de l'un d'eux, sentant le grain du béton sous ses doigts. C était sa seule certitude, la seule vérité qu'il connaissait, la matière. Elle ne mentait pas, ne jugeait pas. Elle obéissait simplement aux lois de la physique et au savoir-faire de celui qui la façonnait. C était son refuge, son langage, le seul domaine où il se sentait pleinement maître de son destin.
Cette humiliation publique ravivait des blessures plus anciennes. Pascal pensait à sa femme, Sophie, dont le sourire était effacé au fil des années, rongé par une maladie qui ne disait pas son nom, mais qui coûtait cher, très cher. Chaque matin, en quittant leur petit appartement de banlieue, il emportait avec lui l'image de son visage fatigué sur l'oreiller. Ce travail, sur ce chantier démesuré, n'était pas un choix de carrière, mais une nécessité absolue. Était l'assurance de pouvoir payer les traitements, les consultations, de maintenir la tête hors de l'eau un mois de plus. La fierté était un luxe qu'il ne pouvait plus s'offrir. Il devait endurer, encaisser, pour elle. Chaque brique qu'il posait était une petite victoire contre la précarité, un rempart fragile contre le désespoir qui menaçait de tout emporter sur son passage. Il pensait aussi à sa fille, Léa, une adolescente brillante dont les yeux pétillaient d'une intelligence vive. Elle était sa plus grande fierté et sa plus grande inquiétude. Il voulait qu'elle ait une vie différente de la sienne, qu'elle puisse construire son avenir avec des diplômes plutôt qu'avec ses mains. Mais pour cela, il fallait tenir. Il fallait que son père reste cet homme solide, ce pilier silencieux sur lequel elle pouvait s'appuyer. Comment aurait-elle réagi si elle l'avait vu ce matin, tête basse, acceptant le mépris d'un homme à peine plus âgé qu'elle? Cette pensée lui fit plus mal que l'insulte elle-même. La honte n'était pas seulement personnelle, elle touchait à l'image même qu'il voulait projeter pour ceux qu'il aimait. Celle d'un homme digne malgré les épreuves. Pour chasser ses pensées sombres, Pascal se plongea dans sa tâche avec une concentration presque religieuse. Il reprit le mur qu'Antoine avait critiqué, le démonta et recommença, non pas parce qu'il était défectueux, mais par pure discipline. Ses gestes étaient de fluides, précis, le fruit de 30 ans d'expérience, le bruit de la truelle raclant le mortier, le léger cloc de la brique se posant parfaitement sur sa couche. Le fil à plomb oscillant pour confirmer la verticalité parfaite. Chaque mouvement était une réponse silencieuse à l'arrogance de l'ingénieur. Il ne construisait pas un simple mur, il réaffirmait son identité, son savoir. Dans ce ballet millimétré de la main et de l'outil, il retrouvait sa place, son calme, sa force intérieure. Était sa manière de prier, de méditer, de transformer la douleur en quelque chose de solide et de droit. C'est dans ces moments, quand le monde extérieur vous écrase, que le refuge du savoir-faire devient une prière. Ces histoires de résilience silencieuse sont partout, cachées dans le quotidien des gens ordinaires qui, par leurs compétences, répondent à l'injustice. Si vous croyez en la force de ces témoignages, si vous pensez qu'ils méritent d'être entendus, alors abonnez-vous. Votre soutien est le ciment qui nous permet de bâtir ce pont entre leur vie et vous, de continuer à donner une voix à ceux qui, comme Pascal, choisissent de répondre par l'excellence plutôt que par les mots. C'est une façon de leur rendre l'honneur qui leur est dû, un geste simple mais puissant pour que ces récits ne se perdent pas. Plus tard dans la matinée, une question technique le poussa à consulter les plans d'ensemble. Ils étaient affichés dans une cabane de chantier qui servait de bureau temporaire aux ingénieurs. Il y entra avec hésitation, se sentant comme un intrus dans ce monde de papier et de chiffres. L'odeur de café et de plastique neuf contrastait violemment avec la poussière de ciment qui imprégnait ses vêtements. Sur un immense panneau, les plans du gratte-ciel S étalaient, un enchevêtrement complexe de lignes, de cotes et de calculs. Antoine N n'était pas là. Pascal laissa son regard parcourir les schémas, non pas avec l'œil d'un ingénieur, mais avec celui d'un homme qui connaît le poids réel des matériaux, la manière dont les forces se distribuent et dont les structures vivent et respirent. Son attention fut attirée par une section particulière, celle concernant une poutre maîtresse au 3e sous-sol, un élément fondamental qui devait supporter une charge colossale. Pour n'importe qui d'autre, ce N était qu'un rectangle avec des annotations techniques. Mais pour Pascal, était un monstre de béton et d'acier dont il pouvait presque sentir la tension. Il plissa les yeux, son instinct éveillant. Quelque chose clochait. Il ne comprenait pas les équations complexes, mais il comprenait la logique de la force.
Il suivit du doigt le cheminement des charges, imaginant le poids des étages supérieurs s'abattant sur ce point précis. Et c'est là qu'il le vit, une anomalie, une faiblesse subtile dans la conception. Un détail que seule une longue familiarité avec le comportement du béton pouvait révéler. L'erreur était discrète, presque invisible sur le papier, mais potentiellement catastrophique dans la réalité. Les calculs de répartition des charges semblaient ignorer un point de torsion qui se créerait inévitablement sous la pression combinée des étages et des fondations. Avec le temps, sous les vibrations et le poids, la poutre ne fléchirait pas, elle se fissurerait. Lentement, insidieusement, le bâtiment entier reposait sur une base fragile, un géant aux pieds d'argile. Une sueur froide perla sur le front de Pascal. Ce N était plus une question d'orgueil ou d'humiliation. C était une question de vie. Des centaines de personnes travailleraient et vivraient un jour dans cet immeuble, ignorant la bombe à retardement scellée dans ses fondations. La responsabilité de cette connaissance lui tomba dessus avec une violence inouïe. Le conflit intérieur fut immédiat et brutal. Allez voir Antoine, l'homme qui l'avait humilié publiquement quelques heures plus tôt. Il imagina la scène. Il arriverait, les mains sales, les vêtements poussiéreux, pour expliquer à l'ingénieur bardé de diplômes qu'il avait commis une erreur fondamentale. La réponse était prévisible. Un sarcasme, un renvoi méprisant, peut-être même une accusation de vouloir saboter le projet. Il risquait son emploi, le seul rempart qui protégeait sa famille. Le silence était la voie de la sécurité, la survie. Garder cette information pour lui, continuer son travail, poser ses briques et rentrer chez lui le soir pour retrouver Sophie et Léa. Était la chose la plus logique, la plus rationnelle à faire. Mais son silence le rendrait complice. Que feriez-vous à sa place? Le silence pour protéger les vôtres, ou la parole pour sauver les autres? C'est le genre de dilemme qui révèle la véritable nature d'une personne. Partager ses récits, ce n'est pas seulement raconter des événements, c'est aussi explorer ces questions fondamentales sur le courage et l'intégrité. Votre abonnement est essentiel, car il nous permet de continuer à mettre en lumière ces moments où un choix difficile peut tout changer et de rendre hommage à la force humaine qui se manifeste souvent loin des projecteurs, dans le cœur d'un homme face à sa conscience. C'est une mission que nous ne pouvons poursuivre qu'avec votre aide. La vision de la catastrophe potentielle ne le quittait pas. Il voyait les fissures, entendait le craquement sinistre du béton, imaginait les visages des victimes. Puis, il vit le visage de sa fille, Léa. Quel genre de père serait-il s'il choisissait la lâcheté pour préserver son confort? Quelle leçon lui donnerait-il? La dignité qu'il cherchait à préserver n'était pas dans le fait de ne pas être humilié, mais dans le fait d'agir justement, peu importait le coût. Sa décision fut prise. Ce N n'était plus un choix, mais une obligation morale. Il devait parler. Il ne le ferait pas pour lui, ni contre Antoine. Il le ferait pour tous les anonymes dont la sécurité dépendait de la solidité de cette structure, et pour pouvoir se regarder dans le miroir sans honte. Avec une résolution nouvelle, il chercha Antoine du regard sur le chantier. Il le trouva près de la zone de coffrage, donnant des ordres d'une voix forte. Pascal s'approcha humblement, attendant une pause dans la conversation. Quand l'ingénieur se tourna enfin vers lui, son expression était un mélange d'impatience et d'agacement. « Qu'est-ce que vous voulez encore » lança-t-il. Pascal prit une profonde inspiration, essayant de choisir ses mots avec soin. « Monsieur l'ingénieur, excusez-moi de vous déranger, mais j'ai regardé les plans pour la poutre maîtresse du sous-sol 3. » Il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Antoine leva la main, un sourire condescendant aux lèvres. « Retournez à vos briques, le maçon. Je m'occupe des calculs. » Puis il lui tourna le dos, le laissant seul au milieu du bruit, avec le poids de son terrible secret. Le lendemain matin, le moment fatidique approchait. Le vrombissement sourd de la bétonnière. Un monstre d'acier et de bruit se fit entendre, se rapprochant inexorablement de la zone de coffrage. Pour les autres, ce N était que le son du progrès, le début d'une nouvelle étape. Pour Pascal, C était le compte à rebours avant la catastrophe.
Il regarda la machine avancer, puis le visage suffisant d'Antoine qui supervisait l'opération avec une fierté mal placée. Chaque tour de la toupie semblait sceller un peu plus le destin de l'édifice et de ses futurs occupants. La peur et la responsabilité se livraient une guerre silencieuse dans sa poitrine. Il ne pouvait pas laisser faire ça. Dans un mouvement calme et délibéré, il posa ses outils, quitta son poste et se dirigea droit vers la trajectoire de la machine, son corps frêle devenant soudain un barrage humain. Le chaos fut instantané. Le conducteur de la bétonnière freina brusquement, faisant grincer le métal dans un cri strident. Des cris élevèrent de toutes parts. Antoine, le visage congestionné par la fureur, se précipita vers Pascal. « Moreau, qu'est-ce que vous fichez? Dégagez de là! Vous voulez vous faire tuer et saboter mon chantier ?» Il hurlait, postillonnant sa rage à quelques centimètres du visage de Pascal. Mais ce dernier ne scia pas. Il resta immobile, planté sur ses deux jambes, son regard fixé non pas sur l'ingénieur, mais sur la structure défaillante derrière lui. Il n'y avait ni colère, ni défi dans ses yeux. Seulement une gravité profonde, une détermination inébranlable. Son silence fut plus assourdissant que les insultes d'Antoine, forçant tous les autres ouvriers à s'arrêter et à observer la scène avec une stupéfaction mêlée d'effroi. Plutôt que de répondre par des mots qui se seraient perdus dans le vacarme, Pascal se baissa. Ses mains, ces mêmes mains calleuses qu'Antoine avait méprisées, se mirent à l'œuvre sur le sol poussiéreux. Il ramassa quelques morceaux de bois traînant à proximité, un bout de ficelle, et sortit son fil à plomb de sa poche. Sous le regard médusé de l'assemblée, il commença à construire une maquette rudimentaire, une représentation simple mais géniale de la poutre et des forces qui devaient s'y appliquer. Ses gestes étaient d'une précision chirurgicale, un ballet silencieux et méthodique qui contrastait violemment avec la fureur impuissante de l'ingénieur. Le brouhaha s'éteignit peu à peu, remplacé par une curiosité respectueuse. L'homme qu'on prenait pour un simple maçon était en train de donner une leçon de physique appliquée à ciel ouvert. Quand il eut terminé, il se releva et pointa un doigt vers sa création. Sa voix, quand elle s'éleva, était basse, mais portée loin dans le silence soudain. « Avec tout mon respect, monsieur l'ingénieur, mais le poids ne sera pas réparti ici. » Il traça le chemin de la charge avec son doigt sur le modèle. Il va forcer sur ce point ici, et avec le temps, tout va céder. La démonstration était d'une clarté limpide, une vérité physique que même un enfant aurait pu comprendre. La couleur quitta le visage d'Antoine. La fureur laissa place à la confusion, puis à une horreur blafarde, alors qu'il comprenait la logique implacable de ce que ce simple ouvrier venait de lui exposer. La certitude arrogante qui l'habitait se fissura, tout comme le béton qu'il s'apprêtait à faire couler sur une erreur mortelle. C'est alors qu'un homme s'approcha, le chef de chantier, un vétéran à la carrure imposante et au regard qui avait tout vu. Il s'accroupit, examina longuement la maquette de Pascal, puis se releva et regarda les plans qu'un assistant lui tendait. Un long silence s'installa, plus lourd que n'importe quel béton. Finalement, il releva la tête et son verdict tomba, sans appel, dans le silence religieux du chantier. Le nouveau a raison. Ça aurait été une catastrophe. L'humiliation publique que Pascal avait subie la veille venait d'être publiquement inversée, transformée en un triomphe silencieux. Le respect, pur et indéniable, flottait dans l'air. Pascal ne savoura pas sa victoire. Il se contenta de démanteler sa petite maquette, ramassa ses outils et, sans un mot, se prépara à retourner à son mur. Sa justice était rendue. La journée de travail s'acheva dans une atmosphère étrangement paisible. Le bruit des machines était tu, laissant place à un silence empreint d'un respect nouveau. Alors que les ouvriers rassemblaient leurs affaires, Antoine s'approcha de Pascal, qui nettoyait méticuleusement sa truelle. L'ingénieur n'avait plus rien de l'homme arrogant du matin. Son visage était grave. Ses épaules affaissées par le poids de sa prise de conscience, devant les quelques hommes qui restaient, il tendit une main hésitante. « Moreau, Pascal, j'ai eu tort, et j'ai été arrogant. » Sa voix était basse, presque un murmure,
mais chaque mot résonnait avec une sincérité désarmante. Vous ne m'avez pas seulement donné une leçon d'ingénierie aujourd'hui, mais aussi une leçon d'humilité. Merci. Pascal le regarda un instant, puis serra la main tendue. Un geste simple qui scellait bien plus qu'une réconciliation, la naissance d'une estime mutuelle. Les jours suivants, la dynamique du chantier se transforma radicalement. L'incident n'avait pas été oublié, mais il était devenu une fondation sur laquelle se bâtissait une nouvelle culture de travail. Pascal fut promu chef des équipes, une reconnaissance officielle de son expertise. Mais plus important encore, il devint le conseiller officieux d'Antoine. Le jeune ingénieur venait désormais le voir avant chaque étape cruciale. Ses plans à la main, non plus pour donner des ordres, mais pour demander un avis. Le mur invisible entre les casques blancs et les casques bleus s'effrita. La collaboration remplaça la méfiance, et la sécurité comme la qualité du travail s'en trouvèrent décuplées. Pascal, sans jamais hausser le ton, devint un mentor pour les plus jeunes, leur enseignant que la fierté d'un homme ne se mesure pas à son poste, mais à la droiture de son ouvrage et de son caractère. 2 ans plus tard, le gratte-ciel se dressait fièrement dans le ciel de la Défense, une flèche de verre et d'acier saluée par la critique pour son audace et sa solidité. Le jour de l'inauguration, au milieu des costumes chics et des coupes de champagne, Pascal se tenait un peu à l'écart, regardant son œuvre avec une satisfaction tranquille. La vie avait changé. Grâce à ce poste stable et respecté, les soucis financiers étaient allégés, le sourire de Sophie était revenu plus souvent, et Léa venait d'être acceptée dans une grande école. Il n'était plus seulement un maçon, il était un bâtisseur, au sens le plus noble du terme. Il avait construit bien plus qu'une tour. Il avait reconstruit la sécurité de sa famille sur les fondations de son intégrité, prouvant que la dignité est le plus solide des matériaux. Alors qu'il contemplait la vue, une main se posa sur son épaule. Était Antoine, le visage plus mûr, l'assurance plus sereine. À ses côtés se tenait un jeune homme au regard vif, un stagiaire fraîchement diplômé. « Je te présente Maître Pascal », dit Antoine avec un sourire chaleureux. « Oublie un peu ce que la fac t'a appris et apprends de lui ce qui compte vraiment pour qu'un bâtiment tienne debout. » Des histoires comme celle de Pascal nous rappellent que les fondations les plus solides ne sont pas faites de béton, mais de dignité. C'est pour continuer à honorer ces bâtisseurs silencieux que votre soutien est si précieux. En vous abonnant, vous nous aidez à faire en sorte que leur héritage, bâti sur le respect et la compétence, ne soit jamais oublié.